Coucou les gros bidous. Dites, c'est un peu spécial parce que moins je viens sur ma chaîne et plus j'y reviens avec cette espèce d'excitation un peu stressée, j'ai limite le trac quoi. Mais j'ai envie de vous retrouver aujourd'hui, donc on va essayer, on va voir. Je pense qu'on est dans une espèce de vidéo de bilan de ma pratique pour le moment. La dernière, je l'ai postée après avoir filmé le début. Donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à comment je vous retrouve là maintenant aujourd'hui. Mais finalement, on reste calqué sur le même calendrier que précédemment, plus ou moins de pleine lune à pleine lune, pour faire un peu le bilan sur ma pratique du tarot. En même temps, je suis bien dans ma pratique du tarot pour le moment, alors il n'y aura pas énormément de choses à signaler de neuf, mais peut-être que on va voir. On va creuser certains points. Et sinon, du coup, je dirais que voilà, je suis un peu pas à l'aise. Peut-être que je vais vous parler de ma pratique, de mes pratiques spirituelles plus au sens large, et le terme pratique est un peu étrange et en même temps c'est là-dessus que je peux me focaliser parce que c'est là-dessus que j'ai des choses tangibles à expliquer quant à ce que je fais. Et alors il y a tout le reste de la spiritualité, de la dévotion, du spirit work, qui est un terme que j'ai du mal à coller à ma pratique, mais en même temps qui colle aussi très très bien, et de l'émerveillement et du fait de faire lien et tout ça qui, là pour le coup, rentre pas dans une pratique et rentre pas vraiment dans le format d'une vidéo. En tout cas, à l'heure actuelle, je me vois mal arriver et vous parler de ça en vidéo ou filmer des trucs ou quoi, juste parce que... Ah, bah oui, il y a beaucoup qui seraient difficiles à compacter là-dedans. Et aussi, j'ai toujours des problèmes avec la plateforme YouTube. Je suis dans ce genre de phase que j'ai de temps en temps où je me dis, il y a quand même un côté un peu consumériste en fait de parler de ces jeux de tarot. Il n'y a pas que ça. Et j'essaie de faire plein de vidéos qui parlent de plein d'autres choses. Mais les vidéos les plus faciles, c'est souvent celles où on parle de ces jeux, ce qui ne va pas être l'angle principal de cette vidéo-ci, vous aurez compris. Il y a toute une partie des choses qui ne sont pas de l'ordre des pratiques. Je me sentirais déplacée de le ramener ici, pour le dire simplement. Par contre, ceci dit, même si au-delà des pratiques et de tout ce que je peux vous dire en vidéo et de tout ce qui n'y rentrera pas, il y aura peut-être aussi l'occasion de discuter de la vision du monde et de certaines choses qui se reforment au niveau presque théologique. Et voilà, maintenant je me sens obligée de ramener les précautions d'usage par rapport au terme pratique. En anglais, c'est un truc qu'on utilise pas mal pour ce genre de vidéo. Peut-être que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'en français. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'anglophones qui se posent beaucoup moins de questions sur les termes. Et c'est comme work, hein, le terme travail, mais qui peut vouloir dire fonctionnement, et qui recouvre davantage de choses en anglais qu'en français. On rechigne un peu à l'utiliser d'une façon aussi large parfois. Bon, restons sur le terme pratique. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'utilisation de ce terme parce que ça remet l'accent sur le fait que regardez comment je fonctionne et comment j'intègre au quotidien mes pratiques, mon utilisation du tarot, et que je peux l'emmêler à mes dévotions, mes croyances, mes engagements, ce qui me tient à cœur, etc. Et donc c'est une bonne façon de croiser les choses et aussi de remettre, quand on parle de pratique, on se remet soi au centre, et ça peut être très intéressant, justement, histoire de pas être en train de prêcher quelque chose ou d'avoir l'impression d'enseigner, etc. Souvent quand on parle de pratique du tarot, on parle de ça aussi. Sauf que dans un contexte néolibéral, avec une pression capitaliste et tout, ça revient vite à parler de ces jeux et à en faire la promotion. Et donc parfois on peut être assez mal à l'aise parce que justement on est dans des pratiques qui correspondent peut-être pas suffisamment à nos idéaux et à notre volonté, à ce qu'on a envie d'incarner. Et donc oui, bien sûr, je ne suis pas pour la surconsommation de tarot, en même temps j'en ai une sacrée collection, et donc je participe de quelque chose qui est assez extractiviste, qui est dans l'exploitation, etc. Et comment je me positionne par rapport à tout ça, et comment j'essaie éventuellement d'incarner quelque chose de meilleur. Ça fait partie des choses dont on parle souvent en vidéo, dans mes vidéos en tout cas, mais parfois ça peut passer à côté quand on parle de pratique et on a quand même cette impression que ça revient souvent à dire j'ai consommé ça, j'ai acheté ça, je gna gna gna. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui font ce genre de bilan du mois, hein. On est dans un peu ce truc d'influenceur, influenceuse.
Et aussi en parlant de pratique, on peut être dans quelque chose d'assez dilué parce qu'on est en mode oui, pas de jugement, moi c'est ma pratique, c'est ça que je fais quoi. Mais parfois il en faut et, et il faut pouvoir aussi affirmer quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs et en particulier face à la montée et au risque qui continue d'être présent des extrêmes droites en Europe et ailleurs. Et ce que j'essayais d'expliquer un peu plus tôt, c'est que je pense que le terme pratique peut nous faire passer à côté de quelque chose au niveau de l'ensemble de ce que peut représenter la spiritualité et ce que c'est d'être une personne animiste ou païenne et ou sorcière à l'heure actuelle. Avec sorcière, on a une emphase qui est mise souvent sur les pratiques, mais en même temps, il y a d'office d'autres choses. Personnellement, c'est pas forcément un terme. Enfin, j'aime bien me le réapproprier dans certains contextes, mais c'est pas ce qui colle le mieux. Et puis, le terme c'est ma pratique, ça nous place à un niveau individuel et ça prétend nous placer comme des personnes, comme ça un peu genre moi je fais ça, et comme si on était, en tout cas dans mon cas, pas en interaction avec des lieux, des êtres, Shawin qui est là avec moi, des esprits, des animaux et des plantes, etc. Et du coup, c'est pas ta pratique, c'est pas non plus vraiment des pratiques, on est dans un champ relationnel et c'est ce que j'ai pas mal essayé de mettre en avant dans mes vidéos ces derniers mois, par exemple. J'ai mis un truc sur le fait de relationner avec ces jeux de tarot et d'oracle, mais du coup, en parlant de pratique, parfois on passe à côté de la relation et de la réciprocité qui est impliquée. On a quand même l'impression toujours d'être en mode magicien, magicienne dans le tarot, si vous vous visualisez, battleur. On est devant sa table et on a ses outils, on travaille. Ouais, mais il faut aussi intégrer les leçons que nous proposent les cartes suivantes qui vont parler de beaucoup d'autres choses que la pratique. La prêtresse, l'impératrice, l'empereur, on a à chaque fois un champ beaucoup plus large. Et en réalité, il y a moyen d'être fouillis ou quoi. Allez, on va commencer, on va parler d'autre chose, sinon avec le fait qu'il fait 30 degrés... en moins de 2, je vais juste être en train de tourner en rond dans certains sujets. Et donc, j'ai envie de parler de trucs plus pratiques, mais dans le sens concret, dans le sens matériel, et c'est très bien. Et donc, on y va. Pour ça, je vais tourner ma vidéo. Coucou, je me suis levée aussi. Je vous avais déjà fait dans la dernière vidéo un petit tour de l'espace, et maintenant, 2-3 semaines plus tard, il y a quelques trucs que j'ai encore améliorer. Bon, j'ai mon ventilo qui traîne là sur le coin et j'ai un vieux gilet et tout est mal mis, mais bon voilà, ok. Je voulais vous montrer les petites trouvailles de Chine que j'ai eu récemment. Bon, je ne vais pas du tout m'attarder sur mes hôtels, c'est vraiment pas le but. Pour le coup, c'est pas des hôtels de pratique magique ou quoi, c'est vraiment des hôtels dévotionnels. Donc, en l'occurrence, là, pour l'instant, j'ai pas de mal à les montrer. Il y a des moments où j'aurais plus de pudeur par rapport à ça, mais pas là. Ouf, je travaille pas mal avec, pas l'archétype, je sais pas pourquoi j'aurais voulu dire l'archétype parce que c'est pas du tout un terme qui me parle beaucoup. Dans ce cas-ci, je travaille avec la présence des déesses mères et des déesses primitives et de comment elles ont pu se manifester et comment dans l'esprit des humains humaines ou dans nos interactions avec elles on a pu reformuler ou les adapter à certaines institutions ou religions monothéistes. Donc notamment la figure de Notre-Dame me permet aussi de faire le lien avec les déités qu'on aurait pu appeler différemment à l'époque pré-chrétienne, mais Notre-Dame a pu garder les spécificités de ces déités et ou d'esprit du lieu spécifique à des lieux précis, que ce soit Notre-Dame ou les saints, les saintes. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment sur déesse mère, déesse de la terre et la Vierge ou la Madone. Voilà, alors ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas le faire pendant que je suis en train d'essayer de tenir mon téléphone vers le haut. Je voulais vous montrer mes trouvailles de Chine récentes, donc marché aux puces et autres brocantes. En fait, ça, c'est une vierge de cire qui, à la base, est sous un dôme, une cloche de verre. On en voit énormément en Belgique et en particulier en Flandre. C'est vraiment tout un sujet et j'espère vous en parler dans une vidéo dédiée que je suis même pas sûre de poster sur YouTube, mais peut-être via newsletter ou quoi. Mon épouse, elle a travaillé. On en a trouvé une qui était vraiment en mauvais état au marché aux puces. Elle en a refait quelque chose. Je vais intégrer des images pour que vous voyez.
Elle en a fait quelque chose pour l'intégrer à une exposition qui est en cours sur le sujet, non loin de chez moi. Et voilà, qui est inspirée par toutes ces madones. Et il y a tellement de choses à dire sur l'idée du jardin enclos. Bon là, elle l'a pas du coup parce que il manque la structure et il manque tout le reste. Et on est aussi sur de l'art populaire, sur comment les gens créaient des Notre-Dame, qui étaient des espèces de déités du foyer, ou en tout cas une manifestation d'un esprit protecteur du foyer, ou des trucs comme ça. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est pas maintenant que je vais le faire parce que j'ai pas les cuillères, mais je vous montre la trouvaille ici qui vient d'une brocante de village. Souvent quand elles sont entières et qu'elles ont leur cloche et tout, les gens essaient de les faire cher, mais là j'ai que des trucs qui m'ont coûté vraiment pas cher. Du coup j'ai placé différents types de déesses. Tout à droite c'était un personnage en biscuit. Je sais pas si vous m'entendez, je suis loin de mon téléphone. En biscuit blanc qu'on a trouvé à tourner dans une espèce de ressourcerie mais de quartier vraiment minuscule. Et j'ai demandé à Rose de la me repeindre en noir parce que ça faisait plus pleureuse. Et elle s'est inspirée de Déméter pour faire des motifs plutôt hellénistiques. Et du coup, j'ai décidé que c'était finalement, comme c'est Déméter, ça pouvait très bien être bien sur mon hôtel à déesse mère. Derrière, on a aussi un truc de mon épouse Rose Butch. C'est un petit hôtel qui était une commande, mais pour un échange avec une tatoueuse, mais finalement elle l'a jamais donné à la tatoueuse. Et du coup je la garde derrière. En attendant, elle a bel et bien son tatouage. Si la tatoueuse nous regarde, sache que l'hôtel est toujours dispo ici. Devant, c'est une petite Notre-Dame de Bon Secours de la fin du 19e siècle que j'ai achetée en même temps que cette Vierge aussi, vraiment pas chère. Alors cette Vierge à l'enfant, Notre-Dame de Bon Secours, en fait ici, dans la ville où je suis, on a une copie qui vient du même bois, et donc c'est toute une histoire, je vous en parlerai un jour. mais je vous montre mes petites trouvailles à chaque fois pour 1 ou 2 euros, c'est des merveilles. Ça c'est une porcelaine que j'ai achetée pour 1 euro il y a plus longtemps, l'été passé je pense, ou même à un autre moment à Bruxelles, au marché aux puces d'Auderghem. Et c'est un artiste chilien qui a fait ça, je vous mettrai le nom en dessous si vous intéresse. Derrière on a une broderie de mon épouse. C'est l'impératrice, inspirée par Beyoncé, qui était elle-même inspirée par la déesse Oshun. Et à côté, on a la fameuse déesse crétoise au serpent, qui symbolise plein de choses, mais notamment, elle est aussi là pour nous rappeler qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on avait des déesses très puissantes avant les religions patriarcales, et la religion des dieux de l'Olympe, avec Déméter ici, fait partie de ces religions qui ont permis d'effacer le pouvoir des déesses au serpent, beaucoup plus animales et plus fortes, à mon avis. Et là, on a une mère à l'enfant aussi, qui est fait très déesse, que j'ai chiné pour 1 euro, non 3 euros celle-là. Entre temps, l'inflation, tout ça, elle est trop belle, elle est trop tactile. C'est dommage que je vous fasse des images comme ça. Je porte mon trépied, est-ce que c'est très haut? Mais c'est un peu concon parce que du coup je sais pas viser, c'est trop haut pour moi, puis je me fais juste mal à le tenir. J'essaie de parler fort parce que mon téléphone est loin, je sais pas ce que ça donne. Peut-être que j'intégrerai des meilleures images de tout ça. Mais c'est une déesse, pas une déesse, c'est une sculpture, non, une céramique. C'est de la céramique qui vient d'un petit village du Pérou qui pratique l'art de la céramique pré-inca visiblement. Parce qu'à un moment donné, mes petites recherches sur internet. Mais encore une fois, je vous mettrai en dessous. Donc, un truc un peu spécial quand même, parce que est-ce qu'on s'attendait à ce revirement où un jour Katou se met à vénérer la déesse mère? Ah, et c'est toujours ça, c'est la magie, je trouve, de la rencontre dans le domaine de la spiritualité, c'est qu'on peut avoir plein de convictions, être assez serré sur certains trucs, pas avoir envie d'explorer certains domaines, et puis... les entités ou les déités arrivent, elles font toc toc. Il y a moyen de discuter 2 minutes. Alors, tu as toujours ton libre arbitre, tu peux toujours faire non, je préfère pas, no way, la porte est fermée. Mais quand tu ouvres la porte et que tu acceptes la rencontre ou l'invitation, sois ouverte aux surprises potentielles. Et à propos, bon, il y a notamment des œuvres de Rose ici, je sais pas si je vous avais montré ça. J'avais aussi chiné cette Notre-Dame de Bon Secours ici que Rose m'a repeint en doré, qui fait donc référence à la Notre-Dame du Oudenberg de la vieille montagne, qui est sur cette colline dans cette chapelle qu'on vénère là et qui a toute une histoire aussi. Et alors ça c'est du coup une autre Vierge à l'enfant que mon amoureuse m'a redécorée bien gentiment. Et là derrière moi, et peut-être vous avez vu à d'autres endroits dans la vidéo, vous avez aussi des
petits hôtels sanctuaires qui sont aussi inspirés de la notion du jardin enclos, de la Vierge, protégée dans son jardin et en même temps complètement très impératrice, quoi, très abondante et dans la reliance, dans la connexion, dans la nourrissance, dans la nourriciérance, très nourricière dans cet environnement-là. Voilà, on n'est pas sur le genre de qualité artistique des œuvres de mon amoureuse, mais moi je me suis beaucoup amusée à utiliser le collage pour faire ça, et oui, voilà, le côté créatif c'est sympa aussi, mais je suis pas sûre de vous montrer ça de plus près aujourd'hui. C'est vraiment un très très grand sujet, toute cette question de la spiritualité, de comment on se positionne par rapport à certaines choses, et comment parfois on est cueilli ou accueilli là où en fait on était un peu en friction. Je crois vous avoir déjà dit dans une de mes dernières vidéos qu'en fait la Vierge Marie, moi j'étais une mystique catho quand j'étais enfant, et j'étais très proche, j'en rêvais, c'était tout un imaginaire qui était très important pour moi, et vraiment pour moi pas qu'un imaginaire, c'était vraiment une déesse, parce que c'est le terme que je trouve être adéquat pour elle. Ah, pas des rétro-hérétiques. Toujours aussi débaptisée. Vous savez, il y a des gens dans ma famille, chez les cathos homophobes et tout, qui veulent même pas me dire bonjour. Pas dans ma famille la plus directe, mais un peu plus élargie. Ils ont peur de moi. Les fondamentalistes catholiques, c'est toute une histoire. Anyway, du coup, j'avais déjà un côté très mystique avec la Vierge, et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la place pour la déesse Hécatée dans ma vie, il y a genre 6 ans, j'ai volontairement été dans une chapelle de mon quartier où il y a une Notre-Dame, c'était Notre-Dame de la Cambre, dans un endroit où il y a eu une abbaye avec des meufs, des nonnes qui faisaient de la bière et tout à l'époque, et donc probablement il y avait aussi déjà des entités, des esprits, des déesses qui étaient déjà vénérées auparavant, parce que c'est associé à des sources et à des cours d'eau, et j'étais allée voir la chapelle Notre-Dame de la Cambre pour faire... Écoute, là, pour l'instant, je préfère vraiment mettre le sujet Notre-Dame sur pause. Alors, on était déjà sur pause depuis des siècles, mais quand même, il fallait que je lui dise, parce que j'ai vraiment expérimenté un autre type de spiritualité, et enfin, je m'engageais dans le polythéisme, et à ce moment-là, j'avais besoin de pouvoir dire aussi à une déesse précise que j'avais besoin de me consacrer complètement sur autre chose. Après, voilà, c'est pas comme si je me suis vraiment désintéressée de ce sujet-là, parce que justement, je trouve que c'est souvent une manifestation très locale d'un principe ou d'une présence divine plus générale, mais qui en même temps va toujours avoir quelque chose comme si elle était imprégnée de l'esprit du lieu, mais qu'elle n'était pas l'esprit du lieu. Quelque chose d'assez intéressant en fait par rapport à comment on peut concevoir le divin. Est-ce qu'il y a un divin en tout et c'est la même manifestation de la même chose, la même monade dans tout, ou bien ou pas? Et j'ai plutôt j'ai eu tendance à m'intéresser au polythéisme à un moment en disant ok, toutes ces entités sont très séparées, mais force est de constater qu'en fait je les vois beaucoup plus entremêlées que ça au final. Le panthéisme n'a jamais été vraiment mon truc. C'est pas mal finalement, tous mes neurones qui brûlent avec la chaleur, ça m'empêche de dire trop de bêtises et donc d'être un peu général et de pas essayer de m'aventurer sur des chemins théologiques qui sont un peu trop pointus pour moi. Et pour le coup là, en vrai, c'est quelque chose où je me pose quand même pas trop de questions au niveau théorique, et c'est la pratique et les rencontres qui dominent. Ça m'énerve là. Je l'adore, je l'aime, c'est mon petit bébé. Elle a un race de coryza, et donc parfois elle est un peu brillante du nez. Non mais je voulais pas te réveiller. Allez, continue à dormir, je te caresse même pas. Ah ben, c'est l'occasion en fait de parler de lecture, parce que j'ai pas fait énormément de nouvelles lectures ou de nouveaux cours, des trucs comme ça depuis la dernière vidéo, puisque elle est assez récente sur la deuxième partie où je parlais des bouquins. Mais je suis en train de lire un truc dont le nom est sur mon téléphone, on l'écoute en audiobook. Ça s'appelle The Way of the Rose. Alors, c'est les parents d'une autrice que j'adore, Sophie Strand, c'est Perdita Finn et Clark Strand.
Et donc The Way, comme le chemin, la voie, mais aussi le fonctionnement finalement, la manière d'être de la rose. Et c'est sur quelque chose comme le féminin sacré, divine feminine, caché dans le rosaire. Et c'est super intéressant, j'avais déjà la connaissance de l'existence de ce bouquin avant. Je l'ai presque fini pour le coup, il n'est pas trop long, le audiobook c'est très bien. Mais je n'étais pas hyper intéressée non plus, je n'ai pas l'impression d'être très droite, mais bon, bref. Et là, c'est vraiment génial parce qu'on a quand même cette approche-là. Peut-être que je vous parle en étant très influencée par ça, quoi, mais ok, Notre-Dame, et ce qu'elle est aussi pour le catholicisme, mais en même temps, ce qu'elle a de pré-chrétien, en fait. Et de déesse. Et voilà. Très intéressant, mais je pense que je ne vais pas en parler plus pour l'instant. Vas-y, pousse-moi. Oh, ta queue, elle bouge, t'as envie de te battre, toi, je le vois. T'es gros, mon bébé. Oh là 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 là, que le bol. Alors, chaud, on va mettre le ventilateur. Ok, ça tremble un peu, mais on va essayer de se poser comme ça pour cette partie de la vidéo. Donc ça, c'est les carnets dont je vous parlais. Je viens d'en commencer un. J'en ai terminé un autre, je suis bien contente. Je suis surtout contente parce que ça va faire 3 mois que j'ai cette pratique de l'écriture assez quotidienne. Est-ce que j'appellerais ça du journaling? C'est pas vraiment du journaling, mais j'y consigne mes tirages, je consigne mes tirages et mes textes divers, comme j'en parlais plus haut. Et est-ce que c'est... Ouais, il y a une partie de journaling, mais c'est un peu plus large comme concept ici. Du coup, j'avais commencé ça sous l'impulsion d'un cours où on disait c'est bien d'avoir un carnet de creative writing. Donc c'est vrai que c'est plutôt de l'écriture créative et dévotionnelle. Et ça laisse pour moi de la place à pas mal de choses. Et ça me plaît bien. Pendant ce temps-là, j'utilise pas forcément beaucoup les autres carnets que j'avais en parallèle. Mais justement, là, je vais vous parler d'un autre carnet que j'ai inauguré. C'est ma copine Anne-Laure qui m'a ramené ça d'Angleterre. C'est trop gentil et c'est trop joli. Alors celui-là, je peux vous montrer. C'est nettement moins secret ce qui s'y cache. Et donc, on va parler des tarots et oracles et spoiler. En fait, je ne vais pas vous annoncer grand-chose parce que je continue à travailler principalement avec la même team que d'habitude, que toutes mes dernières vidéos. Et dans la précédente, je vous disais quelques-uns qui étaient mes pronostics pour introduire de la nouveauté. J'utilise cela aussi, mais pas tellement plus que ça. Donc voilà, mais je vous montrerai, pas de souci, un peu. J'ai plutôt envie de commencer par quelque chose qui me paraît important. C'est l'acquisition de ce tarot. Le tarot flamand. Le tarot Vandenborg dans sa réédition de 1983 par US Game Systems et une maison d'édition flamande qui s'appelle Carta Mundi. Je vous montre un peu la boîte, je suis déjà impressionnée parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais en dire. C'est un tarot européen qui a été diffusé au XVIIIe siècle, hein, vous avez vu, vers 1780, peut-être un peu avant, visiblement, selon les sources. Je n'ai pas googlé énormément sur cette question. Et c'est un tarot qui me paraissait important d'avoir. Vous savez, je ne suis pas très genre tarot de Marseille et tout ça. Mais là, on avait quand même quelque chose d'autre. C'est pas un tarot de Marseille au sens strict du terme, même si à l'heure actuelle, si on parle de la division tarot de Marseille versus Rider-Waite-Smith, on est certainement beaucoup plus dans l'école du Marseille, comme vous voyez directement ici avec, entre guillemets, l'arcane mineur. Maintenant, vous voyez directement qu'au niveau des triomphes, des atouts ou l'arcane majeur, on est quand même fortement dans autre chose. Bah, vous n'allez pas dire fortement avec la force, vous voyez quand même déjà vachement dans autre chose avec la foudre. Et on a des images dans lesquelles ça change encore plus. Et je ne sais pas si je vais vous les montrer. Enfin, si je vais vous les trouver tout de suite, vous les montrer, oui, vous allez finir par les voir. J'étais en train de me dire que la mort était nommée, déjà, c'est un chouette changement par rapport à la tradition du Marseille. Et alors, vous voyez, la prêtresse est ici, l'espagnol, le capitaine fracasse. J'en parlerai peut-être plus tard, c'est peut-être pas le moment de m'appesantir là-dessus, parce que j'ai plus envie de parler pour l'instant du contexte, de comment j'ai trouvé ce jeu, pourquoi ça me tenait à cœur de l'avoir. Ça me tenait à cœur parce que c'est un tarot qui était imprimé à Bruxelles, d'où son nom du tarot flamand. On l'appelle aussi, on l'appelait déjà à l'époque les cartes suisses, et de ce que j'ai pu voir
de mes recherches tout à fait superficielles sur internet. C'est pas forcément un modèle de carte qui venait de Suisse. À l'époque, il y a beaucoup de cartes qui étaient imprimées en Suisse pour éviter les taxes, pour imposer les timbres en France. Du coup, il y avait toute une école de quartier en Suisse. Et on ne sait pas vraiment si c'est une exportation du modèle suisse à Bruxelles ou si plutôt on s'est dit bah ça vend bien les cartes suisses, appelons ça carte suisse et voilà. En même temps, on serait plutôt dans un modèle, dans un dessin bruxellois ou local, avec les petites fautes de français un peu partout qui font partie du charme de ce tarot, c'est clair. Franchement, sur la production et l'histoire des tarots à l'époque, je suis vraiment pas une experte. Je me rends compte que quand j'essaie d'en parler en détail, ça devient vite n'importe quoi, où je dois juste admettre qu'en fait, j'y connais pas grand-chose, donc je vais plutôt rester dans le flou parce que ça sert à rien d'essayer de faire comme si je m'y connaissais dans ce sujet où je n'y connais rien. Juste, j'étais très attirée par le fait que c'était un tarot qui était imprimé dans ma région, qui potentiellement était en circulation pour usage à des fins de jeu ou à des fins divinatoires à l'époque pour mes ancêtres. Je n'en sais rien, en tout cas il y a cette vibe qui est chouette pour moi et j'aime bien les traits des personnages. Il y a un certain côté, il y a un côté assez grossier en fait dans le trait. Ici on a une version restaurée avec certains choix de couleurs et tout par l'éditeur à cette époque-là. Si on voit des originales de l'époque, par exemple sur le site du British Museum, on peut avoir des choix de couleurs qui sont différents. L'histoire, du coup, moi je cherchais ce tarot. Il est épuisé dans cette version-là, mais on en trouve pas mal sur internet, juste on les trouve pas à un prix correct. Emballé, il va vite faire 200 € et en mauvais état, il va vite faire 70 €. Donc, c'était un peu le truc, c'est sur ma wishlist. Si un jour je le trouve en brocante, si un jour je le trouve sur internet moins cher, sait-on jamais. Parfois, il y a des gens qui savent pas trop ce qu'ils vendent. Et après avoir regardé, il y a une dizaine de jours, une vidéo de Candy Soul qui parlait du fait des tarots qu'elle trouvait parfois moins chers sur internet alors qu'en général ils se vendent plus cher. J'ai été faire un tour sur un site qui s'appelle deuxièmemain.be où je regarde de temps en temps quelles sont les arrivées de tarots et souvent c'est un peu comme sur Vinted, tout est démesurément cher, ça n'a aucun sens ce genre de prix, mais bon je regarde et je ne cherche pas ce tarot là spécifiquement, je regarde un peu ce qui s'y trouve comme nouveauté et je vois ce tarot précisément avec cette boîte et tout ça à 2 €, non à 1 € je pense. À 1 ou 2 €. Je fais waouh, incroyable. Et il y avait déjà, on pouvait enchérir sur celui-là. C'est pas forcément des enchères sur deuxièmemain.be, mais dans ce cas-là, on pouvait enchérir. Il y avait une enchère à 2 €. Donc j'imagine le prix initial était de 1 €. J'étais genre waouh, vite, j'envoie déjà un message à la personne pour lui demander si le jeu est complet. Et là, la personne me dit oui, mais il est réservé. Et visiblement, en fait, celui-là, il était encore emballé dans son plastique avec une boîte nickel et tout ça, celui qui était réservé. À 2 €, à savoir 100 fois moins cher que ce qui se revend en réalité. Mais la personne me dit, mais j'en ai un autre qui est juste déjà utilisé et abîmé. Voilà, ok. Vous m'en proposez combien? Sinon, je le présente à la personne qui a pris le premier demain. J'étais genre, ok, je dois payer un prix qui me semble juste par rapport à la valeur, même si clairement le vendeur avait aucune idée de ce que pouvait être l'hiérophante et Bacchus, avec faute d'orthographe incluse. C'est pas merveilleux. Donc voilà, je voulais être un prix qui était juste pour moi, par rapport à mon budget, juste par rapport au prix de ce tarot en général, et peut-être juste qui permettait que le vendeur se dise pas « Oh, bah, je vais le filer à la personne qui vient demain parce que je sais qu'elle en offrira potentiellement plus d'argent. » Donc, j'ai proposé 15 €. Donc, qui, pour ce jeu en mauvais état, reste une affaire quand même. Et je suis pas mécontente parce que j'aurais eu un peu peur de manipuler la belle version toute neuve et tout, alors que celui-là, franchement, il y a des cartes qui sont abîmées, comme l'amour. L'amour. Il s'appelle l'amour, l'amoureux sur cette carte-ci. Ou le fou, je sais pas si vous avez vu passer ça. Je sais pas, bon, ok, les taches, c'est une chose, mais aussi, vous voyez, c'est vraiment abîmé dans le fait d'avoir été mélangé. Voilà, c'est un peu chaud, mais en même temps, j'adore le fait qu'il ait une vie avant. Je trouve que quitte à avoir un vieux tarot en seconde main, vieux dans sa version initiale, et aussi vieux, parce qu'il a quand même plus de 40 ans dans cette édition du US Games, avec ce beau stickers, qui rappellera à toutes les personnes qui ont appris le néerlandais à l'école à la même époque que moi, les premières phrases qu'on apprenait. Dag allemaal and welcome aan boord. Ce jeu, c'est le coup de foudre. J'ai été le chercher cette semaine. On est samedi et j'ai été le chercher mardi et c'est déjà le coup de foudre. En fait, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous expliquer ce coup de foudre?
j'ai toujours eu du mal à apprendre le Marseille parce que c'est un jeu qui vient tellement chargé. En fait, il vient pas chargé, c'est des jeux populaires. C'est le moment où les jeux de tarot ont été popularisés grâce à l'industrie, aux techniques d'impression, en gravure et tout ça. Je sais même pas quel terme on utilise. En théorie, pour ce genre de tarot qui était en circulation en Europe à l'époque, il devrait pas y avoir de bagages. Sauf que ce qu'en ont fait les occultistes, Cour de Gébelin, Ételin, et puis jusqu'à Jodot, c'est quand même une partie des conneries, quoi. Qui ne peut nous couper des potentiels, mais pas avérés avec certitude, usages populaires de ce tarot à des fins divinatoires dès potentiellement le XVIIIe siècle, enfin avec certitude dès le XVIIIe siècle et potentiellement avant. Et donc même si j'ai souvent envie de me dire je vais apprendre le vrai tarot de Marseille, il n'y a pas grand chose à apprendre, je sais comment, je vois comment il y a moyen d'utiliser la numérologie, les postures et les codes couleurs, etc. éventuellement sur les majeurs, mais pour moi il vient chargé en fait, un vrai tarot de Marseille vient chargé. Et je trouve ça vraiment intéressant ici d'avoir des véritables déviations sur certaines cartes, avec le fait que c'est renommé. Je ne vais pas revenir sur les circonstances historiques, du fait que c'est renommé, quel peut être l'enjeu de ces personnages et tout, parce que sinon on est parti pour des heures. Enfin, c'est un peu le but. Je faisais un peu cette vidéo pour vous parler de celui-ci. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire une vidéo à part entière pour lui. Mais voilà, je trouve ça génial parce que ça peut m'emmener ailleurs. Je peux vraiment étudier le symbolisme ou bien peut-être partir du principe qu'en fait, je peux y mettre ce que j'ai envie d'y mettre, quoi, et utiliser qu'est-ce qui vient de façon récurrente et où, comment ça change. Voilà, il y a quelque chose là qui m'attire beaucoup, pas pour apprendre le Marseille, parce que vraiment, en fait, pour être plus fidèle à l'histoire de la divination par le Marseille, pour m'approprier ces cartes, sans avoir besoin de bouquins ni rien, et me dire comment moi j'ai envie, je vois que la numérologie et les éléments, pour le coup plutôt tradit l'usage dans le tarot ces derniers siècles, mais pourquoi pas changer aussi l'interprétation des éléments et canaliser et voir ce que ce tarot a à m'offrir, voir ce qu'il me présente en fait comme interprétation, tout ça est là, donc pour les majeurs, pour les mineurs, pour les personnages de cours, en étudiant, et en les écoutant, et en les étudiant, peut-être qu'en fait ils vont m'emmener sur des voies complètement différentes de ce qu'on voit, de ce que j'ai l'habitude. Je pense que ce tarot, il va vraiment me proposer un usage que je vais pas répliquer avec d'autres tarots, mais comment je peux utiliser celui-là pour un tarot traditionnel, imprimé et diffusé, notamment dans la région où je vis, quoi, voilà, tout ça. Et du coup, les trucs qui m'emmerdent habituellement dans le tarot, à savoir le manque de représentativité et tout ça, vont un peu moins m'embêter. Ça me pose problème, mais en fait, chacun de ces personnages est un peu mal foutu. Beaucoup sont courts sur pattes et un peu trapus. Parfois, on ne sait pas très bien où passent certaines parties de leur corps. Voilà, il y a un côté un petit peu bourrin. Un peu pas tout à fait au goût du jour, même à l'époque où ce tarot a été créé par rapport à d'autres, qui est sympa, il est un petit peu rustre comme ça. Bon, ça reste dommage, évidemment, c'est pas un tarot qui est inclusif au niveau des représentations. Vu comment les tarots évoluent à l'heure actuelle, pour moi, ça reste indispensable d'utiliser un maximum de tarots qui mettent en cause les représentations et qui permettent à un maximum de gens de se voir dedans. Sauf que là, c'est particulièrement un autre type de lien que je veux créer et qui va être complètement indépendant de comment je conçois mon rapport au tarot en général et ma collection de tarot en général, ce qui est chouette parce que du coup on peut écrire ce tarot et moi ce qu'on va entendre comme type de fonctionnement, de relation, de pratique de la divination, etc. Donc j'ai notamment décidé de me mettre dans ce petit bouquin-ci. Contemplation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des petits trucs quotidiens où je tire une carte de contemplation et j'écris ce qui me vient, très brièvement comme interprétation. Puis après, c'est devenu vite pas aussi bref que ça aurait pu, basé sur les illus, basé sur la symbolique, et éventuellement, à chaque fois, mais ça je suis pas sûre que je vais noter systématiquement, aller chercher, ok, j'ai
tel élément m'a marqué sur telle carte, ou je la vois réapparaître ailleurs dans le tarot, tel symbolique de couleur éventuellement, pour l'instant je suis pas très attentive aux couleurs, ou voilà, je tire une carte de coupe, ok j'apprends ça sur les coupes, comment je vois que ça peut se représenter dans d'autres. Et j'ai fait, donc ça c'est côté endroit, côté envers, j'ai quand même la possibilité d'aller noter des choses comme ça, donc comment je vois dans les cartes que j'ai déjà tirées de bâton, des choses qui peuvent me donner des indications sur l'élément feu, parce que je peux quand même concevoir bâton, feu, coupe, eau, etc., comme le tarot divinatoire les plus courants à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que je peux en concevoir de plus, en fait, juste vraiment de ce que je ressens de ce tarot-ci. J'ai la même chose ici avec la numérologie. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir avec ce que j'ai déjà comme base, de ce que je retire moi de l'interprétation des arcanes mineurs dans les tarots inspirés par le Waite Smith, mais aussi dans d'autres, dans toutes les symboliques que je peux avoir. Voilà, j'essaie quand même d'être vraiment attentive aux illustrations et de pas forcément rester sur des trucs tradis autour de chaque numéro. Donc pour voir comment ça se mêle. Hein. Si vous voyez pas ce que je veux dire, regardez ma vidéo sur découverte du tarot, qui est vraiment une vidéo d'apprentissage, de conseils pour l'apprentissage et donc de comment combiner les numéros et les éléments à chaque fois pour peut-être se plonger plus facilement dans le tarot. Ça reste quelque chose que je trouve assez sympa, assez chouette de le refaire avec certains jeux, mais c'est difficile quand ils sont trop inspirés du Waite Smith parce que il y a déjà un bagage et du coup, pour moi, le fait que ce tarot vienne sans bagage, c'est un pur bonheur. Donc, j'ai fait pareil ici. Je trouve que les cartes de la cour présentent déjà des qualités très très distinctes par rapport au système du Waite Smith habituel. Est-ce que c'est distinct par rapport au Marseille? Je ne sais pas, mais il y a tellement d'interprétations hétérosexistes, sexistes, reloues dans le Marseille qui sont polluées par des dizaines d'années d'études plutôt psychanalytiques ridicules autour des cartes que je ne suis pas du tout au courant de comment on les interprète dans le Marseille. J'essaie aussi de voir qu'est-ce que sont les éléments que je repère à certains endroits dans les cartes. Et donc, si je vais avoir l'intention retenue, par exemple, par, ok, les feuilles ouvertes comme ça, la fleur au milieu, et elles sont particulièrement sur le côté, ici, 9, dans ce sens-là. Est-ce que je vois d'autres endroits où ça revient comme ça sur l'ensemble des cartes? Et bon, ça pourrait être le cas ici, c'est pas le cas, mais ça me permet aussi de faire les liens et de voir qu'est-ce que ça peut être la symbolique et de développer tout ça. Aussi sur les atouts, j'ai d'ores et déjà essayé de les classer différemment parce que les images sont tellement différentes. Pas seulement les cartes qui changent clairement de nom, mais aussi les cartes. Alors, on a celles qui sont plus classiques, hein. Là on a une roue de fortune qui peut ressembler à beaucoup de tarots de la Renaissance, ailleurs en Europe. Pareil, pour la tempérance, même si elle va quand même bien changer du tarot de Marseille et de ceux qui sont inspirés du Waite Smith, pareil pour le jugement, mais on va avoir des cartes. Alors le pendu ici, un pendu à l'endroit. Certainement, on connaît un peu l'histoire, hein, dans quel sens il fallait le lire. Les gens qui sont arrivés avec les planches et qui ont commencé l'impression n'ont pas toujours, voilà, n'avaient pas tous les codes. On a des choses qui vont changer davantage, comme le monde, même si on a toujours cette espèce de danseuse ici sur un globe plutôt que dans une forme. Mais voilà, je cherche autre chose. Ah, le fou est définitivement un 22 dans celui-ci, ce qui est très intéressant aussi. Je cherche quoi ? L'amour ne change pas tant que ça, même si au niveau des codes, au niveau des personnages et tout, on peut voir d'autres choses. Je cherche les cartes de la tour au soleil, ou de la foudre au soleil, puisque là, on a des trucs très différents. J'aimerais bien vous montrer la lune avec sa fileuse. Elle est incroyable. Bon, je vous montre l'étoile, et du coup, la lune, c'est celle qui va pas se montrer facilement, c'est ça? En même temps, c'est intéressant de la part de la lune. Ça nous montre peut-être quelque chose de plus standard, de plus habituel pour cette carte. Je suis deg de ne pas trouver la lune, mais je souligne que ce diable est quand même une pure merveille. Donc si on voit cette série ici, parce qu'il y a quand même, ok, la mort, le diable qui fait rupture, et puis après, hein, vous avez vu, la foudre,
la lune, le soleil, et bon, on a l'étoile qui s'est cachée entre-temps. On a des représentations fort différentes avec une grande présence des astres. Ça, c'est peut-être pas différent, bah, c'est différent ici. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les cieux, mais il se passe quelque chose. Cette présence des arbres, de la nature. Bon, on a une fileuse. Je peux pas interpréter la lune et dire je vais caler mes interprétations du Waite Smith. Ou même si jamais j'avais plus de facilité et de connaissance du système du Marseille, je vais caler mes interprétations du tarot de Marseille, ça ne va pas marcher comme ça. Je suis obligée d'aller ailleurs. Et je trouve ça formidable et ça remet aussi en question ce truc de « Ah, le tarot de Marseille, du coup, lui, c'était le tarot pur, donc il représenterait vraiment les 22 archétypes et les autres seraient un peu des marginaux. Ils sont... Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, en fait, pourquoi ces archétypes seraient moins... l'archétype de la fileuse, excusez-moi, mais... c'est un sacré archétype, c'est assez formidable. La foudre elle-même peut ramener autre chose. Elle est présente évidemment dans la maison Dieu ou dans la tour. Mais ici, qu'elle soit au centre, qu'on ait ce berger, je vais dire là tout de suite, ça me fait un peu penser au berger dans la scène de la nativité. Mais aussi là tout de suite, je suis en train de penser à une visite que j'ai faite localement. Oh, j'aurais voulu parler de ça dans cette vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps, mais voilà, visite d'une chapelle locale avec une Notre-Dame du Buisson, donc... une vierge qui serait qu'un berger aurait trouvé, c'est pas une apparition, c'est la statue qui est apparue, c'est pas la vierge, et, qui l'aurait déplacée et qui serait revenue dans son aubépine à chaque fois pour qu'on construise une chapelle exclusivement là où était son aubépine. Et donc cette révélation aussi au niveau du buisson peut m'évoquer les coutumes et les traditions populaires locales, et je vois directement comment me caler là-dessus. Alors, fileuse, évidemment, ça m'évoque énormément de choses, mais par exemple, j'ai des ancêtres sur leur acte de naissance, de 3 fois, arrière. Grand-mère était des fileuses, et donc directement, il y a autre chose, l'occupation espagnole, voilà, dans ma famille, on a encore des noms qui potentiellement nous viennent des prénoms, nous viennent de la période de l'occupation espagnole chez nous. Alors bon, moi qui n'aime pas le fait que parfois on sexualise à outrance d'une façon vraiment ridicule dans le Marseille, cette épée du capitaine Fracasse, voilà, il va falloir faire avec. Mais on est plus littéral que dans des trucs où on a des pauvres types qui veulent voir des symboles phalliques dans tout. Hein, bon, on a quelque chose d'un peu plus rigolo ici. Notre Capitano Fracasse qui se fait mousser, voilà. C'est très rigolo, c'est inspiré par les personnages de la Commedia dell'arte, visiblement. Super intéressant de pas du tout avoir la prêtresse ici, ou la papesse, hein, si on s'inspire plutôt du Marseille. Je suis fatiguée, je pars dans tous les sens. Donc j'ai essayé de les ranger vraiment d'une autre façon que l'approche des 3 lignes qu'on a souvent avec le Rider Waite Smith, que je pense certaines personnes ont aussi avec le Marseille, et de me dire comment je peux faire des groupes. Et là, je vois des groupes qui sont plutôt calqués sur les personnages de cours, des cartes qui viennent à chaque fois faire de la disruption dans les dynamiques et une évolution à chaque fois des personnages. Alors bon, c'est parfois un peu des clichés ou quoi, mais il faut voir où on va pouvoir aller. Mais je suis trop contente de pouvoir prendre vraiment ce côté apprentissage d'un nouveau jeu d'une façon studieuse, dans le sens où on commence à zéro, et j'ai parfois des jeux avec qui j'ai envie d'étudier, mais il n'y en a aucun qui m'appelle de la même façon. Ils viennent tous avec moi un certain bagage, c'est le mot que je reprendrai ici. Celui-ci vient sans livret, c'était très bien aussi. J'ai l'impression que ça peut être fort, et peut-être qu'après ça me donnera envie d'aller vers certains tarots de Marseille, parce que je vais avoir développé une autonomie, des codes autour de celui-ci qui vont permettre d'aller vers d'autres, mais c'est même pas du tout l'objectif. En fait, l'objectif pour moi, c'est de pouvoir utiliser ce tarot-ci en divination. Personnellement, mais j'ai envie de dire, j'ai directement, quand je vois ça, quand j'ai envie de développer mon système avec lui et tout, j'ai directement envie de tirer les cartes pour d'autres. Moi, ça m'avait pas du tout arrivé ces derniers mois, voire années, mais... oui, je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire une vidéo. Je pensais faire une vidéo juste sur lui, mais le format bilan finalement me paraissait bien. Attention, il faut souvent, je peux pas le mélanger les yeux fermés, ce qui est ce que je fais souvent. Ce jeu-ci, je dois faire attention quand je le mélange parce que j'ai pas envie d'abîmer d'autres cartes que celles qui sont déjà abîmées. Par contre, j'essaie quand même de le battre comme ça, très subtilement et en regardant bien ce que je fais, pour rien écorner ni rien. Mais histoire de ramener quand même un petit peu d'aération dans le jeu quand je mélange. Je peux pas juste mélanger comme ça. Et j'ai l'impression de prendre limite plus de risques comme ça. Ce qu'il faut que je sois assez vigilante, ce qui n'est pas évident avec ma problème de proprioception.
Très étrange aussi comme qualité de papier. Aucune plainte, moi je suis contente. Et pour 15 €, c'était une affaire. Alors si j'avais eu un truc emballé pour 2 € et qu'en plus il m'avait proposé celui-là, je pense que j'aurais été au paradis. Mais le destin a choisi de m'envoyer celui-ci. Je m'estime vraiment très très comblée parce qu'il était de ouf sur ma wishlist, mais je pensais pas qu'il y avait beaucoup de possibilités. Alors oui, je vous ai dit en vitesse, je pense, tout à l'heure, il y a cette édition-là de 83. Maintenant, il y a des nouveaux quartiers qui en sortent des versions avec des chouettes qualités de cartes, avec leur propre restauration au niveau des couleurs, et éventuellement des parties pris de ce côté-là. Donc c'est possible de les trouver en ligne, mais je pense jamais en dessous de 70 €, plus les frais de douane et compagnie. Donc on va être sur un jeu qui va coûter facilement une centaine d'euros. Ah, il y a une version de poche, je pense, à partir de 57 $. Mais si vous rajoutez les frais de douane et de TVA et tout ça, vous arrivez quand même à une centaine, hein, en Belgique en tout cas. Mais en fait, ce qui est vraiment juste incroyable avec ce tarot, c'est que je m'étais pas dit « Ah, j'aimerais avoir ce tarot, est-ce que je vais l'utiliser ?» ou... Non, je me disais « Ah, c'est bien pour ma collection d'avoir ce tarot Vandenborg. Mais donc, je vais pas mettre des tonnes d'argent dedans parce que je sais pas si je vais l'utiliser. » Et j'ai eu ce tarot. Et je me suis même plus jamais posé la question, tiens, j'avais dit que j'allais pas l'utiliser, gna gna. Non, c'était genre, ah cool, je vais apprendre ce tarot, c'est trop bien, il me parle, j'adore. À part ça, niveau tarot et oracle, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit la dernière fois que j'essayais de ressortir certains tarots parce que j'avais eu l'impression, en passant quelques jours à la campagne en particulier, de stagner un peu avec ceux avec lesquels j'avais l'habitude et je me trouvais super à l'aise jusque-là. Mais en vrai, c'est quand même ceux-là qui sont restés mes tarots principaux. Là, je vous montre le Théa Tarot. Pourquoi? Parce que ça reste toujours un tarot que j'utilise. C'est un tarot qui est vraiment très rarement complètement de côté, mais c'est un de mes tarots de référence avec lequel je vais plus ou moins vibrer selon les périodes. Et là, en ce moment, de façon estivale, je fais quand même pas mal de tirages avec lui, que ce soit au niveau ancestral, au niveau des esprits du lieu, et au niveau aussi de la réflexion sur, pour le coup, pas ma pratique, mais mon service, et les formes que ça peut prendre. Donc, oui, je vois toutes ces cartes qu'en fait j'ai beaucoup tirées tout au long de cette année. En fait, c'est quand même pas du tout un tarot qui est délaissé, mais du coup, comme il est toujours là dans le background, c'est possible que parfois je suis assez longtemps sans vous en dire grand chose de spécial, et donc là, j'ai quand même envie de le sortir et d'en faire le premier. Alors, le premier dont j'allais parler aujourd'hui. Alors, comme vous savez, sûrement si vous me suivez depuis longtemps, comme j'ai une version originale de 84, on a une qualité d'impression un peu chelou, ce qui fait que les noirs vont déteindre et l'envers des cartes va aussi déteindre. Si vous regardez les dernières fois où je l'ai montré, il était vraiment gras. Alors j'aime bien qu'il fasse vieux tarot, mais on avait quand même atteint un niveau de crasse un peu trop élevé. Franchement, c'était un peu abusé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gommé toutes les cartes sans exception et on voit vraiment fort la différence. Alors, il faut faire attention, c'est pas moi en gommant qui ai enlevé le noir ici, mais dès que je vais sur le noir, surtout à certains endroits où il est plus fragile, ça va l'enlever. Peut-être sur cette carte, on le voit, elle était déjà abîmée, mais j'ai dû passer sur le noir, ce qui a contribué à l'enlever encore plus. Tiens, une petite tache de cire que j'ai pas eu puisque je me suis focalisée sur d'autres choses. Moi, j'aime bien, c'est la preuve que j'utilise. Et alors, on va peut-être faire un test ici, mais à mon avis, si c'est encore un peu foncé, c'est bien la preuve que ça ne partait pas. Mais ça fait quand même une grosse différence. On retrouve un blanc qui reste assez blanc cassé, mais qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup moins sale. Déjà, il y a moins de dépôts, parce qu'il y avait vraiment des petits dépôts, des petites taches partout. Le noir s'en va un peu quand je fais ça, mais je préfère quand même enlever un peu du noir et récupérer un truc où... Ok, c'est beau un vieux tarot, c'est beau un tarot qui est utilisé, qui vieillit, mais il faut pas non plus que ça fasse ultra cras, quoi, Katou. Là, je me suis dit, Katou, tu y traînes avec ton tarot cras, comme je les emmène partout, dans leur pochon, certes, mais voilà, comme je veux continuer à mélanger les cartes comme bon me semble, voilà, ce que j'avais réussi à ne pas faire, c'était plier la carte à outrance, ça va, elle va se remettre, parce que je me concentrais, mais là, évidemment, avec le trépied dans le passage, ça ne va pas, mais donc... Voilà, parfois je vous parle de mes modifications tarot. Vous savez, l'année passée, en juin, j'ai enregistré 3 grosses vidéos sur toutes mes modifications. J'en ai quasiment pas fait depuis, à part
le Cozy Witch que j'ai partagé ici. Et en fait, finalement, ça, c'est quand même presque une modification parce qu'il y a des risques en faisant ça. Mais je le sentais, il fallait que je le fasse. Moi, c'est une de mes impératrices préférées ici. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Ça commence à me redémanger. J'ai pas beaucoup de tarots qui ont vraiment un grand besoin imminent de modification, mais je vais colorer les tranches de certaines choses. Je pense que je ne peux pas. Ça peut toujours changer, mais en ce moment, je me sens quand même vraiment bénie avec ma team de tarots préférés. J'ai un peu changé les pochons de tout le monde, alors il faut que je m'y retrouve. Voilà, ça c'est le Awakening. C'est du bonheur intégral ce tarot. Pour moi, on est vraiment sur un niveau d'affinité que j'ai avec lui qui est très élevé. Alors j'avais tiré cette carte il y a quelques jours avec celle-ci du Season of the Witch Rita, dont on reparlera après, et encore une autre. Et les résonances entre chacune des cartes étaient incroyables. Bon, c'est toujours le même genre de choses, on aime ou on n'aime pas, mais moi je fais que ce soit un tarot élémentaire, animiste, basé sur la créativité. Il y a tellement de choses qui me parlent. Donc ça reste un de mes compagnons principaux. Donc il faut savoir que, je vous ai dit, hein, avec le tarot flamand, là, le Vandenborg, je tire une carte tous les jours depuis quelques jours en mode contemplation. Ça, c'est vraiment pour dire d'écrire quelque chose pour ici, pour à un moment pouvoir compiler tout ça, mais aussi, c'est plus ou moins quand même quelque chose que j'observe au cours de la journée pour voir vraiment contemplation. Après, j'utilise en général un tarot pour lequel je vais tirer une invitation générale pour la journée ou pour une partie de la journée. Donc, j'aime bien répondre à l'invitation du tarot. C'est une méthode que j'ai plutôt apprise avec Lindsay Mack et son tarot for the White Soul et que j'ai complètement adopté, qui me plaît beaucoup. Maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise le tarot comme ça. C'est une carte du jour, mais c'est une carte du jour qui est vraiment pas quelque chose de prédictif ou de quelque chose comme ça. Dans les moments où ça va mal, particulièrement dans la partie SPM et tout, je vais plutôt tirer des cartes qui vont m'aider à m'enraciner ou à me recentrer, ou les deux à la fois. Et du coup, je peux ajouter dans ces moments-là un tirage du SPM. Donc, comment mieux, pas gérer, mais comment mieux rester enraciné ou rester centré dans ces moments-là, qui va m'accompagner pendant quelques jours. Je regarde, enfin, j'ai déjà une relation avec beaucoup des cartes. Alors, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal ici que j'ai jamais tiré. Mais j'ai des cartes qui sont des cartes récurrentes. Petite parenthèse, je n'utiliserai jamais le terme carte harceleuse ou stalkant ou des trucs comme ça. Hein. Les cartes, elles ne harcèlent pas. Le harcèlement, c'est la merde. Et les cartes qui sont récurrentes, souvent, c'est une invitation, c'est un point d'exclamation, c'est un point d'attention, c'est une façon d'élargir aussi le champ de notre attention, c'est une façon de rentrer en relation, voilà. J'adore le 9 de bâton aussi d'ailleurs. Le 9 de terre, donc de pentacle. Il y en a certaines que bon, j'ai un peu plus de mal, mais ça fait aussi partie du processus avec elles. Bon, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, sur les tirages quotidiens, ben, il faudrait que je regarde dans mon journal là-bas ce que ça donne plus précisément en fonction des journées. Mais c'est déjà pas mal de vous dire ça. Et en ce moment, je ne tire quasiment plus de cartes qui sont propres à la phase de la lune, comme j'ai fait pendant quelques mois, ou de cartes de la semaine, ou des choses comme ça. Je suis plus sur d'autres types de rythmes. Par contre, au niveau spirituel, au niveau relation, travail, service avec les esprits du lieu et Notre-Dame / la déesse mère, comme j'ai parlé plus tôt, là-dessus, il y a des moments où je fais plein de tirages. Parce que ça m'aide à écrire, ça m'aide à donner des dimensions à mon service et tout. Et parfois, on a toujours cette idée, oh, il faut vraiment qu'un tirage ait pu infuser, qu'on ait pris ses leçons et tout, un peu genre quand on fait du tarot en développement personnel ou en introspection. Là, c'est du tarot de service. Et donc, si l'esprit, la déité, etc. est dans un truc où la relation est intense, parfois la question n'est pas tellement de voir, ok, je vais pouvoir appliquer telle ou telle chose, voilà, il faut suivre. C'est, on est en train de nouer quelque chose, on est en train de tresser quelque chose, c'est des trucs qui s'entrelacent, et donc parfois je dois juste relire toutes mes notes pour voir comment ça s'articule. Et donc il y a un rythme en fait à suivre, qui est pas forcément ce truc de, non, il faut intégrer, ce truc du tarot dit psychologique ou des choses comme ça. Il y a des éléments souvent hein, de psychologie dedans, mais je peux continuer à travailler avec plusieurs tirages qui se superposent et qui viennent nourrir une relation, un service, une mission, des demandes de façon plus large.
bon voilà, c'est pas certainement pas ce qui intéresse tout le monde ici. J'imagine facilement qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout dans ce type d'approche et qui se disent waouh, voilà. Mais c'est une des dimensions de ma pratique du tarot. Je suis pas du tout une experte dans tout ce qui est spirituel et tout ça. Je dirais qu'une référence que j'ai pas encore lue mais qui a l'air d'être tip top en français, et puis je fais très confiance à la personne qui l'a écrit, c'est le travail de Phronésis, son livre qui s'appelle Arpenter le chemin des dieux. Voilà, pour les personnes qui ont besoin de plus de bases, et je pense que c'est très sain et très souhaité d'avoir des bases. Moi, en fait, c'est des pratiques et des façons de relationner que j'ai depuis des années, et c'est vrai que je connais les bases. Mais est-ce que j'ai tendance à toujours les appliquer dans mon travail? Non, pas forcément. Ne me prenez pas pour une référence, je suis en train de vous parler de ce qui se passe, mais je suis pas en train d'enseigner, je tiens à le dire, et je tiens à dire que ma façon de réaliser ce type de travail ou d'entrer dans ce genre de relation et tout n'est pas forcément un modèle à suivre pour tout le monde, et surtout pas à suivre avec tout type d'esprit ou tout type de déité. Voilà. À un moment, j'étais à 2 doigts, mais vraiment 2 doigts, c'est pas passé loin, de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je fonctionnais avec le Witch's Wisdom Tarot, ou le tarot de la sagesse des sorcières en français. J'ai des petites cartes que j'ai tirées dans mon oracle maison, que j'avais glissées probablement avec ce tarot pour la balade qui s'en est suivie. Et finalement, je ne l'ai pas fait. C'était suite à un tirage très profond, dans une grande période aussi d'expansion par rapport à la nature d'une relation et d'un service par rapport à une entité précise. Mais oui, d'ailleurs, du coup, je l'ai rangé parce que je m'étais dit, tiens, je veux vraiment essayer d'être le plus clair possible. J'ai un peu relu le bouquin et tout ça pour pouvoir vous expliquer comment j'utilise ce tarot vraiment comme un tarot et pas comme un oracle, en respectant son système précis. Et en même temps, en étant aussi, encore une fois, pas trop non plus scolaire ou rigide, mais ce qui n'empêche pas pour moi d'être un tarot. Et je ne l'ai pas fait. Le vent a tourné, l'énergie a passé. Finalement, c'était pas encore le bon moment. Mais je manquerai pas de le faire. Je pense que c'est un tarot qui est pas facile pour beaucoup d'entre nous au premier abord, et en même temps qui vaut vraiment, vraiment la peine d'être connu, d'être... En fait, pas apprivoisé. En fait, c'est ça, c'est qu'il ne doit pas être apprivoisé. Ça nécessite de réensauvager sa pratique du tarot pour pouvoir se mettre à ce niveau-là. Ça nécessite aussi d'être dans une approche qui n'est pas centrée sur les humains humaines. Et ce qui n'est pas évident, hein, justement, parce que le tarot dominant, c'est un tarot, le tarot le plus populaire, le plus en cours, c'est un tarot qu'on dit volontiers psychologique, hein, ou divinatoire, mais à des fins plutôt prédictives, pour les humains, autour des humains. Et du coup, en fait, ce tarot, il ne faut pas l'apprivoiser, il ne faut pas se l'approprier, il faut aller à fond dans la relation, et il faut accepter de le laisser vraiment nous accompagner. J'allais dire nous guider, mais pas nous guider. On est pèlerins, et je pense que ça fait vraiment partie, il est là comme cet animal, cet esprit d'animal familier qui va nous accompagner dans notre voyage. Je ne l'utilise pas tellement pour mes tirages quotidiens, mais plus sur des questions précises liées à mes promenades et les dévotions qui y sont ou n'y sont pas associées. Si vous m'avez suivi ces derniers mois, vous voyez bien qu'on a la confirmation de quelque chose qui était de plus en plus présent au cours de ces derniers mois, c'est que les tarots qui sont trop inspirés du Waite Smith, qui sont trop classiques, qui ont une structure très traditionnelle, ça ne m'intéresse pas du tout en ce moment. D'ailleurs, j'apprends un vieux tarot à l'ancienne, et en même temps qu'il n'y a vraiment pas une structure classique, où il y a des éléments qui changent fortement. Et ça, c'est vraiment un fil rouge. Mais en plus du fait qu'avec mon CED, c'est pas facile pour moi de faire des tirages pour autrui, que j'ai pas la capacité de concentration pour ça, et tout ça, je ne sais pas du tout, à l'heure actuelle, et là je vous sors le Liberation Tarot, je ne sais pas du tout comment je pourrais utiliser ce genre de tarot qui fonctionne d'une façon tellement particulière en tirage pour d'autres personnes. Aucune idée, j'ai l'impression que
qu'il faudrait réinventer. Et j'ai très envie de proposer des petits tirages comme ça pour essayer, hein, un peu crash test, apprendre avec les précautions d'usage, sachant que même si je pratique des lectures très intuitives et canalisées, ben, je pourrais avoir du mal à trouver mes marques avec ce type de tarot. Mais en même temps, voilà, il faut vraiment avoir les cuillères pour pouvoir assurer ce genre de test. Et je ne sais pas quand et si je l'aurai, mais ça c'est vraiment quelque chose qui vient, quoi, qui va et qui vient, qui s'est pas encore imposé d'une façon, ouais, c'est maintenant, c'est le bon moment, c'est sûr, t'as l'énergie, t'as la concentration, les douleurs sont derrière toi, qu'à tout, tu peux y aller, mais une envie d'apprendre à tirer des tarots qui sortent vraiment du conventionnel, qui ont un chouette système et qui sont très animistes, très dans le fait de décentrer les humains et d'être dans un truc, alors je sais pas pourquoi elle va pas faire la mise au point, voilà, dans une approche plus écologique, plus attentive aux vivants et aux esprits et moins centrée sur son nombril et donc qui n'apporte rien du tout dans un monde qui a tendance à s'effondrer tel qu'on le connaissait et avec les guerres et les montées des extrêmes droites et tout tel qu'on les connaît. Voilà, pour moi ça me paraît pas sensé de continuer à faire le tarot tel qu'on le pratiquait jusqu'ici et en même temps ça demande un effort d'apprendre à lire les cartes en se décentrant. Et tout en quand même nous laissant une place, puisque le but c'est pas de se sentir submergé, c'est de sortir de notre tétanie. Et souvent faire de l'introspection, du développement personnel et tout, ça participe aussi de notre tétanie. Pas toujours, mais j'aime, je sais pas, aujourd'hui j'étais un peu en mode, j'en ai marre, en fait il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps, mais travailler sur soi c'est important, c'est aussi ça qui nous aide à être plus active, à être plus engagée, à faire changer les choses et tout. Bon, je suis désolée, c'est des belles paroles, mais dans la réalité, faut encore qu'on me le prouve. Moi, la plupart du temps, en tout cas, quand je dois faire du travail sur moi, j'ai pas non plus d'énergie à mettre partout, ça veut dire qu'il y a des choses qui passent à la trappe en réalité, quoi. Alors vous pouvez toujours vous amuser à faire votre shadow work, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont le monde a besoin à l'heure actuelle ? Bah, pas que de ça. Voilà. Mais là, c'est mon petit poil à gratter du jour. En vrai, je ne pense pas d'une façon aussi simple. Et je crache sur aucune pratique, quoi. Mais c'est vrai que j'étais en mode... Tiens, je me suis souvent laissée influencer par ce genre d'approche de gens qui disaient « Mais oui, mais aussi, c'est important de travailler sur soi et tout. C'est une aide. » Mais que, en fait, en disant ça, des gens étaient en train de nous vendre des trucs. Et de nous garder occupés et pas de nous activer. Pas de nous aider vraiment. Et donc il y a plusieurs niveaux, quoi. C'est pas du tout un truc anti-thérapie, anti-soin de soi, anti-tout ça, mais j'étais là, il y a une partie de moi qui a fait, mais parfois c'est complaisant en fait de dire ça. Pas toujours complaisant, mais parfois c'est complaisant. Comment on peut faire pour qu'une autre approche du tarot ne vienne pas nier celle-là, mais puisse permettre de coexister et d'être avec soi, de s'accompagner, d'évoluer, de changer, de grandir, de pousser, et en même temps d'être là pour tout le reste. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tous vocation à être des grands activistes, mais que quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite? Voilà, mais en fait, donc je ne disais pas ça pour critiquer qui que ce soit, je critiquais ma propre... le fait d'avoir moi-même recraché ce genre de choses, alors qu'en ce moment, je suis plus tout à fait d'accord avec ça. Le Gentle Tarot fait partie de ceux que j'avais pressenti sortir plus, parce que c'est un de mes jeux d'été préférés, et que j'ai ressorti un petit peu plus aux côtés des autres. Donc c'est la petite version, Gentle Pocket. Et voilà. Vous pouvez regarder ma review de ce jeu si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai à en dire, parce que là, pour l'instant, il fait toujours aussi chaud et je n'ai rien de très précis à dire à ce sujet. Je vais laisser une des cartes qui est souvent sortie, que j'aime beaucoup dans ce jeu, qui a une vibe très différente de la plupart des autres sets de bâtons. Tiens, il y a du mal à faire la mise au point, j'ai l'impression. Et voilà. ça résume bien tout le charme de ce tarot, je pense, en images plutôt qu'en mots. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vous avais déjà montré la dernière fois, c'est le Healing Plants,
qui est un oracle, qui n'est pas tout à fait un oracle, qui est un jeu sur les plantes qu'on peut utiliser comme un oracle. Non, c'est l'angélique ici. Cool. Et il y a l'angélique Sylvestre qui me fait signe. Le jardin, bref. Voilà comment ça se présente. C'est pas rare que je l'utilise en plus que d'autres cartes. Et je trouve qu'il va particulièrement bien pour compléter à certains moments le Awakening Tarot. Ou pour être assez honnête, quand je tire le Awakening Tarot, il y a des moments où certaines cartes m'inspiraient assez peu. Et je peux avoir envie de me dire, moi j'en tirerai plus pour préciser. Donc je tire par 3 cartes. Et parfois je tire 3 cartes avec lui. Et c'est trop. C'est trop, ça va pas, j'ai du mal à suivre mes cartes au cours de la journée et tout ça. Et donc, dans ces cas-là, autant dire, ok, c'est possible, je vais être déstabilisée par une des cartes. En vrai, une qui ne déstabilise pas du tout, c'est la visionnaire de Do, en lieu et place du roi de coupe. Et donc, si je vais tirer une carte avec elle, une petite carte de précision ou d'accompagnement, c'est l'ortie, c'est ça? Non. Motherwort, c'est quoi encore? C'est pas l'Aigre Moine? On dit, je ne sais plus. Anyway, protective maternal grace, c'est pas mal, hein. Oui, alors les mots-clés, comme c'est très inspiré des trucs un peu anciens, sur le langage des fleurs et tout, c'est parfois un peu répétitif, mais j'aime quand même bien le fait qu'il y a ces petits mots-clés qui sont associés à chacune des cartes, parce que protection against evil, je sais pas, il faut s'approprier le truc, mais je jure, je le promets, ça fonctionne. Au gré des tirages, il y a d'autres tarots que j'ai pu sortir sporadiquement pour tel ou tel truc. Par exemple, je vois là-bas sur mon étagère le Herbcrafters, c'est clair. J'ai aussi j'ai aussi sorti de l'étagère le Estrella, le tarot d'Estrella, Estrella Tarot, c'est ça? Le tarot de Marseille de Dash, parce que c'était quand même assez cool pour pouvoir à un moment avoir une référence par rapport à celui-ci. Waouh, je suis fatiguée. Bref, je vais juste continuer à vous montrer ce qui est à côté de moi sur le bureau. Ça, c'est le Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière, la version Lita, toujours pas paru en français. J'ai tiré 2 ou 3 cartes qui me plaisaient pas du tout. Je tire pas, du coup je tire les cartes sans. Elles sont pas dans mon pochon. Et voilà, ça me dérange pas de faire ça avec des oracles. En vrai, on peut même faire ça avec des tarots si on veut. S'il y a des trucs qui sont vraiment trigger pour nous, qui sont difficiles à supporter. Mais voilà, ici c'était juste... Ça nuisait à ma relation avec ce truc. Et bon, voilà, j'ai toujours la même chose. Je vais vous le dire à chaque fois. Je craque pour les illustrations de Tijana Lukovic. Je ne craque pas du tout pour les textes qui sont dans le livret, mais je les lis avec les pincettes d'usage. Genre ce truc un peu New Age, qui se veut anticapitaliste, mais qui est souvent quand même très productiviste et tout, ça m'ennuie. Bon, je suis toujours pas très satisfaite du fait qu'il y a pas beaucoup de représentations handi, lesbiennes et LGBT en général, qu'il n'y a pas de représentation de beaucoup grande variété de corpulence, etc. Dans cette série d'oracles, ça, je vais continuer à pas être satisfaite. Maintenant, je dois dire qu'il fonctionne hyper bien. C'est donc l'oracle du solstice d'été, et là on approche sur la roue de l'année néo-païenne, hein, les célébrations suivantes qui sont la Masse ou Lunasa. J'ai pas pu me procurer cet oracle pour l'instant, mais donc je continue avec celui-ci parce que, je crois que je l'ai déjà dit, mais il a une énergie très très solaire pour moi, et dans les lieux dans lesquels il se passe une collaboration, co-création, il y a un lieu qui a vu des cultes dédiés au soleil historique depuis le néolithique. J'arrive pas à faire une phrase, mais bon, sur des lieux de culte liés au soleil, en fait, ils continuent à fonctionner. Du coup, j'utilise là-bas, mais aussi ici, plus ou moins en référence avec ce lieu, mais aussi juste avec le soleil, pas du tout en termes astrologiques, mais avec vraiment l'énergie solaire en général. Je suis très satisfaite de cet oracle, c'est une très bonne surprise. Disons que je ne me serais pas attendue à l'utiliser autant. Et donc, si à un moment, là, j'ai le Lamas, mais pour l'instant, il est épuisé, et que je l'utilise, et qu'après, j'embraye sur celui du solstice, de l'équinoxe d'automne, hein, le Mabon, que j'ai déjà, je crois qu'il y a vraiment moyen d'avoir une belle continuité dans les tirages
et dans une utilisation assez régulière, pas quotidienne, mais quand même fréquente de ce genre d'oracle. Je fatigue, ça doit être insupportable à écouter. J'allais en profiter pour vous dire que de temps en temps, parce que je laisse les cartes sur mon oracle, mon hôtel et que je travaille, un de mes hôtels, et je travaille bien avec elle, j'utilise aussi celui-ci. Le Mother Mary, il existe aussi une version en français, tous les noms sont normalement en dessous, et là je me rappelle que j'ai pas fait la mise à jour des traductions des decks en dessous de ma dernière vidéo, je le ferai peut-être un jour. Et voilà, je l'apprécie beaucoup par rapport à tout ce dont j'ai pu vous parler précédemment au niveau déesse mère, la déesse mère, les déesses mères et Notre-Dame comme une ou des déesses mères. Ou une déesse mère avec des manifestations et des attributs, des messages spécifiques selon les endroits. En fonction du territoire et de ce que le territoire a à dire, je pense que la déesse mère, dans ce cas-ci, peut nous présenter des visages très très différents. Bon, c'est encore un peu flou, de toute façon. Et j'en ai profité pour sortir aussi le Earthbound Oracle, voilà, que j'ai pu tirer à quelques occasions, et que c'était un petit plaisir. Donc je vous sors, grand classique, c'est un de mes premiers oracles, si pas le premier oracle. Donc ça fait 8 ans. Et c'est vraiment un très très chouette oracle. Finalement, il y a tellement d'oracles qui sortent tout le temps. Et celui-là reste un grand classique. Dans ce côté pas New Age, pas bullshit. Voilà, il n'y a pas de livre, il y a juste des images et des mots-clés. Et c'est très très bien. Et oh, c'est pénible, je suis hyper fatiguée pour finir cette vidéo. J'ai mon écran qui tremble. Il fait beaucoup trop chaud et j'ai l'impression d'être partie comme ça, mais c'était le but, je vous avais prévenu, il me reste quelques secondes et j'ai pas envie de transférer mes images et de revenir, donc je vous dis bisous les gros bidous.